Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence table ronde consacrée à un sujet de société qui nous touche tous et toutes, les aidants, et plus particulièrement les salariés aidants. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de bien définir ce dont nous allons parler. Un aidant, ce n'est pas un professionnel du soin ou du médico-social, c'est une personne qui, comme vous et moi, qui accompagne régulièrement et de façon non professionnelle un proche fragilisé par l'âge, par la maladie chronique ou par un accident de la vie ou un handicap. Cet aidant peut être un conjoint qui soutient son partenaire malade, un parent qui s'occupe d'un enfant en situation de handicap, un adulte qui aide ses parents âgés, ou encore un frère, une sœur, un voisin ou un ami très proche. Ce soutien peut prendre des formes très variées. Écouter, rassurer, organiser les rendez-vous médicaux, gérer les démarches administratives et financières, accompagner aux soins, aider pour faire les courses, la cuisine, le ménage et parfois même assurer une partie de la scolarité. Il ne s'agit donc pas seulement d'aider au sens pratique, mais aussi de soutenir moralement, d'être présent, d'assumer une responsabilité lourde qui s'ajoute à la vie quotidienne et professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont aidantes sans même le savoir. Parfois, il suffit d'un rendez-vous médical accompagné d'une gestion régulière des papiers ou d'une écoute quotidienne pour entrer dans cette réalité. Cette conférence s'inscrit dans les actions de l'association Les Amis de Mathéo, paralysie cérébrale. Cette association a trois missions principales. Aider les familles concernées par la paralysie cérébrale, informer et communiquer sur le premier handicap moteur chez l'enfant et soutenir les projets de recherche sélectionnés par le comité scientifique de la Fondation Paralysie Cérébrale, fondation qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Alors quelques chiffres pour mesurer l'ampleur du sujet. Des données clés qui permettent de mieux comprendre l'importance de la question. En France, on compte au moins 11 millions d'aidants. C'est colossal, cela signifie qu'un Français sur 6 est concerné. 60% sont des femmes, et plus la situation est complexe, plus elles sont surreprésentées. 40% des aidants fournissent plus de 11 heures d'aide par semaine, soit plus d'une journée de travail, donc un manque de temps pour eux-mêmes et une perte de lien social. L'âge moyen d'entrée dans les aidants, c'est de 42,2 ans en général et de 35 ans pour les aidants salariés du privé. On devient donc aidant en plein cœur de sa vie active. Seul un salarié aidant sur 4 ose en parler à son employeur, souvent par peur d'être jugé ou fragilisé dans son poste. Et 44% disent avoir du mal à concilier aidance et travail, et avec des conséquences, fatigue, stress, isolement, réduction du temps de travail et la peur de perdre son emploi. 70% des aidants sont en activité professionnelle. Contrairement aux idées reçues, la majorité ne sont pas retraités, mais des personnes en plein parcours professionnel. Enfin, un chiffre encourageant, 81% des DRH reconnaissent les compétences développées par les aidants. Organisation, priorisation, gestion des imprévus, intelligence émotionnelle sont de véritables atouts pour les entreprises. Les relations salariés aidants et employeurs sont importantes et primordiales. Après nos témoins, j'aborderai avec vous les droits et les revendications des salariés aidants. Ensuite, Patricia Hérault, présidente de Plein Élan de Partage et du Cercle des référents handicap, abordera plus particulièrement les enjeux pour les salariés aidants et les enjeux pour l'employeur, ainsi que le combat qu'elle mène avec le Cercle des référents handicap pour améliorer les relations handicapés, aidants et employeurs. Il faut prendre souffle pour continuer à aider. Au-delà des chiffres, il y a une réalité humaine. On ne peut pas aider durablement si on s'épuise soi-même. Les salariés aidants doivent aussi penser à leur santé, à leur équilibre, à leur propre vie. S'occuper d'un proche, ce n'est pas se sacrifier, c'est trouver le chemin qui permette de tenir dans la durée. C'est pourquoi j'ai demandé à Christian Orsini, président de La Main Tendue, de nous informer sur les solutions de répit, ces temps de pause, de soutien et d'accompagnement qui permettent aux aidants de souffler, de préserver leur énergie et au fond, de continuer à aider avec plus de force et de sérénité. Ces chiffres et ces constats traduisent une réalité massive. L'aidance n'est pas une question marginale, c'est un sujet qui nous traverse tous, toutes les générations et toutes les professions. Et nous le savons, chacun d'entre nous sera, un jour ou l'autre, aidant
ou aider. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour donner la parole aux témoins, partager des expériences et surtout réfléchir ensemble aux solutions qui permettront de mieux accompagner les salariés aidants. Je vais donner la parole à nos témoins tout à l'heure. D'abord à Camille, qui est maman de 2 super enfants, dont le plus jeune est né avec un peu de handicap. Elle nous expliquera les difficultés rencontrées et aussi les solutions qu'elle a dû mettre en place pour concilier vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. Ensuite, nous donnerons la parole à Shahnaz Kanawati, auteure franco-syrienne. Elle est aujourd'hui chercheure en biologie dans l'industrie pharmaceutique. Elle publie La vie d'avant soi aux éditions de Londres, avant d'être l'histoire personnelle de Nadia, atteinte d'Alzheimer, et son combat pour lui offrir les meilleures chances de cohabiter avec la maladie, en gardant toute sa dignité humaine. Ce manuscrit est un témoignage pour donner un peu d'espoir aux aidants. C'est une chaîne d'union intergénérationnelle, l'objectif étant de partager, avec beaucoup de patience, d'amour, de compassion et de sacrifice, ce que nous pouvons offrir à nos aînés de meilleures chances de cohabiter avec la maladie en gardant toute leur dignité humaine. Ce poème a été écrit par une de mes amies, Emmanuelle, qui est aidante. Ça s'appelle « L'or des mains invisibles ». Je parle au nom de celles et ceux qui chaque jour se lèvent avant la lumière, portant dans leurs mains la dignité des autres. Nous sommes les gardiens du souffle, les témoins du passage, les âmes discrètes qui ramassent la vie là où elle chancelle. Nos gestes sont simples, mais ils tiennent debout le monde. Nous transformons la fatigue en douceur, le cri en prière, la solitude en flamme qui éclaire encore un peu. Et pourtant nous marchons dans l'invisible, on nous confie la chair, les pleurs, les derniers mots, mais on oublie nos visages, on détourne les yeux de nos épuisements. On parle de service, jamais de sacerdoce. Et pourtant c'est bien de cela dont il s'agit, un don, un feu, un amour silencieux. Chaque nuit, quand la fatigue nous enlace trop fort, nous fermons les yeux sur nos plaies d'argent. Mais dans le secret de nos gestes, quelque chose de pur demeure, l'or alchimique de la tendresse, le feu divin d'une humanité qui refuse de mourir. Nous sommes les invisibles du soin, les prêtresses du quotidien, les porteurs d'âme dans un monde qui ne regarde plus. Et aujourd'hui nous parlons, non pas pour nous plaindre, mais pour être reconnus à notre juste valeur, celle de transformer chaque jour la douleur en amour. Car, dans le silence de nos mains, brûle le plus précieux des métaux, l'or de l'humanité. Quand Christian m'a proposé d'intervenir pour témoigner sur mon statut d'aidant, en tant que parent, je conçois le rôle naturel comme un pilier, une aide pour son enfant et tout au long de sa vie. Alors parler du statut d'aidant de la part d'un parent, il m'a semblé que c'était un pléonasme, puisque quelle que soit la condition de l'enfant, malade ou pas malade, le rôle du parent est aussi essentiel qu'invisible. Aubin est né en 2013, porteur d'une maladie génétique que nous ignorions encore à l'époque. Il s'agit d'une mutation très rare, tellement rare qu'elle n'a pas de nom, une mutation d'un gène. Et ce gène-là, s'il comporte une mutation, les dégâts sont très importants. Aubin a 12 ans aujourd'hui, il ne marche pas, il ne s'assoit pas. Il a des troubles qui s'apparentent de très près à des troubles de l'autisme et un âge mental de celui d'un enfant de 4 ou 5 ans. On a découvert sa maladie au fur et à mesure, et dans les pourcentages existants, on avait pensé qu'on avait finalement plus de chances de gagner au loto ou survivre à un crash d'avion. C'est pour montrer à quel point sa maladie est rare et il y a très peu de documentation médicale sur son cas. Et ça paraît fou quand on est jeune parent. C'était mon deuxième enfant, c'est mon deuxième enfant, parce qu'on se demande pourquoi ça nous arrive, comment ça a pu arriver, et je crois qu'il m'a fallu des années pour le réaliser. Je dis bien pour le réaliser, pas pour l'accepter. Quand Aubin était petit,
Il était naturellement dépendant comme un petit enfant. Alors, hormis les traitements médicaux, les hospitalisations des premières années, c'était invisible son handicap. Et ça me rassurait. Tant qu'il était en poussette, à un âge où les enfants se déplacent en poussette, cela me rassurait parce que le handicap n'était pas vraiment encore déclaré. Mais je savais qu'il ne se retournait pas à un âge où il aurait dû se retourner, qu'il ne s'alimentait pas correctement, qu'il ne dormait pas correctement, qu'il ne s'asseyait pas, qu'il ne marcherait pas, sûrement, peut-être, je ne savais pas. Il ne souriait pas parce qu'il souffrait beaucoup, mais il était tellement beau. On mettait un point d'honneur, son papa et moi, à vouloir tout surmonter dignement, sans se plaindre, sans demander de l'aide, à vivre comme si la maladie ne pouvait pas avoir raison de nous, et comme si les peut-être des diagnostics médicaux ne se réaliseraient pas. Ça nous a demandé de déployer une énergie folle. On ne dormait pas, mais on continuait tous les deux à travailler. Son père est enseignant, et moi j'étais à l'époque avocate. Je suivais mes horaires de profession libérale. Son papa adaptait systématiquement son emploi du temps, et je crois qu'à cette époque, son intérêt pour son métier n'était plus qu'alimentaire. Aubin avait 2 ans. On a tenu bon et le panier a commencé à craquer. Mais nous avons résisté longtemps. Au travail, je peinais, je fatiguais, j'y arrivais, mais cela me demandait beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Je luttais, mais je me disais que plus tard ça reviendrait, comme avant, et que je pourrais travailler comme avant, et que je dormirais comme avant, et que j'aurais moins de soucis comme avant. Jusqu'au jour où j'ai compris que rien ne redeviendrait comme avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai lâché prise. Aubin avait 3 ans, je n'arrivais plus à travailler. Aubin avait besoin de moi et j'avais besoin de lui. À cette époque, on était très entourés déjà par nos familles et par les grands-parents, mes parents, les parents du papa de Aubin en première ligne. Et le reste de la famille présent, mais beaucoup n'ont pas compris ni réalisé ce que nous traversions vraiment. C'est à cette époque que j'ai décidé d'arrêter mon travail pour m'occuper de Aubin. Ce que je gagnais financièrement était de toute façon reversé à la nounou qui s'occupait de Aubin, puisque Aubin ne pouvait pas être accueilli à la crèche. C'était trop compliqué, me répondait-on, lorsque j'essayais d'obtenir une place ou des petites heures par-ci par-là pour qu'il soit accueilli. J'ai arrêté du jour au lendemain la profession d'avocate que j'occupais et j'ai consacré 1 année pour accompagner Aubin dans son projet de scolarisation à la maternelle à 8 ans. Et pendant ce temps-là, je révisais un concours pour changer de métier, un métier que j'avais cherché en cochant des cases. Il fallait que ce soit un métier accessible rapidement pour gagner un 2e salaire rapidement, un métier que je puisse réviser et travailler toute seule, un métier qui m'assurait la sécurité de l'emploi, parce que quand j'étais en profession libérale, s'arrêter 1 semaine, 2 semaines sur les temps d'hospitalisation, je n'étais plus rémunérée, les dossiers ne rentraient plus, l'argent ne rentrait plus. Quand j'ai arrêté, je n'ai pas eu de chômage. La seule indemnité que j'ai eue, c'était les 400 € de la CAF qui m'étaient versés pour ma disponibilité, pour aider mon enfant handicapé. C'était la compensation de l'arrêt professionnel, disait. Il fallait un métier qui m'assure aussi un intérêt intellectuel, parce que j'y tenais. Il fallait que je sois intéressée dans ce que j'allais pouvoir faire. Et c'est à ce moment-là que mes parents, qui sont présents aujourd'hui, n'ont plus été que des grands-parents, mais sont devenus nos aidants. Ils ont été présents inconditionnellement pour me permettre d'étudier, de m'engager dans mon nouveau métier, pour garder Aubin quand il n'était pas accueilli à l'école, pour me permettre moi de reprendre mes études, de redécouvrir un nouveau métier. Ça a été dur, c'est dur de se remettre à l'épreuve d'un nouveau métier après avoir exercé 8 ans dans un précédent métier qui n'avait rien à voir et qui me plaisait beaucoup pourtant. Ça a été dur, mais j'ai réussi, j'ai aimé, ça a été même salutaire car la reprise des études a été un nouveau souffle pour moi.
des découvertes, une stimulation intellectuelle, dans un contexte où la tristesse et la fatalité gagnaient du terrain chaque jour. J'ai beaucoup pleuré en cachette, avec ma mère, avec mon père, jamais devant les enfants, jamais avec mon conjoint. Partager un drame commun dans un couple, c'est très dur. J'ai senti que nous coulions tous les deux et qu'aucun ne pouvait être la bouée de l'autre. C'est dur de parler de drame quand on parle d'un enfant qui naît, qui arrive dans nos vies, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que je me disais toujours que si j'avais eu le choix, j'aurais jamais coché la case handicap, la case maladie. Et ce drame, qui est devenu aujourd'hui une force, a été en partie la raison de la séparation des parents de Aubin. J'ai attendu longtemps, beaucoup trop longtemps je crois, pour demander de l'aide. C'est arrivé quand Aubin avait 6 ans, et grâce à des rencontres exceptionnelles que j'ai faites, notamment grâce à Christian, grâce à un autre Christian d'une autre association, qui m'ont aidé et convaincu que le milieu associatif permettait d'obtenir cette aide de façon digne et pas triste. Alors j'ai créé une association pour Aubin très tardivement, il avait déjà 6 ans, parce qu'on s'en sortait pas financièrement. Le coût du handicap au quotidien nous rongeait financièrement, moralement. Alors c'est vrai, heureusement en France, on a la chance de bénéficier d'une prise en charge des coûts médicaux. Mais dans le champ du handicap, le médical est une partie, et le paramédical et l'administratif, c'est fondamental dans l'accompagnement de nos malades. Les jours d'absence pour les hospitalisations, la mise en place des aides à domicile, les prises en charge paramédicales qui ne sont pas assurées et garanties par la sécurité sociale, les séances d'ergothérapie, les suivis ophtalmologiques, psychologiques, la psychomotricité, l'orthophonie et bien d'autres. L'adaptation du logement. Il y a un décalage en France entre les besoins que nous avons en tant qu'aidants pour nos proches malades et les délais qui interviennent pour nous aider au quotidien. Et ce décalage, il est très lourd pour nous parce qu'il s'agit de plusieurs mois, parfois des années. Et la vie est beaucoup plus difficile. Alors il y a cette part de vie administrative qui est très importante à prendre en compte pour nous aussi, on n'est pas formés. On a une vie administrative extrêmement lourde qui nous prend beaucoup de temps. Et puis, à côté de ça, il faut aussi penser au confort, au bonheur, au moment dont il faut profiter. Et tout ça, pour les personnes handicapées, ça représente un coût aussi. Et c'est grâce au milieu associatif qu'on a réussi à maintenir un environnement adapté et confortable au quotidien pour Aubin, pour son frère, pour nous. Et grâce au dévouement de mes parents qui nous permettent de profiter plus des moments agréables. Alors nous sommes et resterons les parents et aidants de Aubin. L'accompagnera dans chaque étape de sa vie, dans chacune de ses souffrances, dans chacun de ses progrès, dans chaque victoire, indéfectiblement. Mais je considère que je suis le parent de Aubin, je suis sa mère et pas un aidant. Mais je sais aussi aujourd'hui que si j'arrive à être parent, c'est grâce à mes aidants. Mes parents, évidemment, qui sont dévoués corps et âme pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour nous soulager autant qu'ils le peuvent, et sans lesquels je ne pourrais pas travailler à temps plein aujourd'hui, sans lesquels je ne vivrais pas dans l'appartement que j'occupe maintenant avec Paume et Aubin, et qui rendent chaque jour notre vie plus douce. Mes aidants ont été aussi et sont aussi mon frère et mon cousin, qui m'ont aidé financièrement, parce que je n'aurais pas pu réussir toute seule sans eux. Et évidemment, mes amis ont parlé du lien social et j'ai réussi à maintenir
ma vie sociale, et mes amis sont toujours présents quand je vacille, quand c'est trop dur, qui sont un soutien indéfectible au quotidien pour nous accompagner dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. Ils sont toujours là, et Aubin, parmi toute la bande d'enfants, garde ce statut particulier, celui dont on savoure chaque sourire, chaque rire, qu'on considère comme un petit roi, un petit miracle, car tous savent et estiment son combat qui force l'admiration. Voilà. On l'accompagnera et le soulagera autant qu'on peut. C'est ma place aujourd'hui et je ne considère pas ce que je fais pour lui comme un sacrifice, mais comme une capacité d'adaptation pour rester auprès de lui aussi longtemps que possible. L'avenir me fait très peur parce que je ne sais pas de quoi il sera fait, je ne sais pas comment Ben grandira, je ne sais pas jusqu'à quel point je pourrai l'aider. Mais tant que je le pourrai, je le ferai. Parce que je suis sa mère. Merci Christian et surtout merci Camille pour ton témoignage si émouvant. Le mien serait différent. En fait, ça concerne surtout l'histoire de ma mère. Elle s'appelle Nadia. Et donc, mon objectif, si vous voulez, c'est d'essayer de la maintenir à domicile. Et l'Alzheimer, ça a été diagnostiqué en 2018, mais je l'ai senti venir déjà en 2008. En 2008, il y a eu des incidents, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne voulais pas le voir, j'étais dans le déni complet. Et j'essayais quand même de faire en sorte qu'elle puisse continuer à vivre normalement tout en contrôlant la situation, en surveillant ce qu'elle faisait. C'était très compliqué. Le jour où il y a eu un accident à la maison, un accident de domicile électrique, là j'ai compris que c'était vraiment, il n'y avait plus d'options. J'ai donc consulté un neurologue qui m'a confirmé le diagnostic et là c'était vraiment un choc. Un choc qui était pourtant anticipé, parce que moi je suis dans la recherche clinique, j'ai travaillé sur la maladie Alzheimer. J'ai travaillé pendant X années, j'ai même contribué à développer le produit. Mais j'étais dans le déni et je voulais me débrouiller toute seule, ce qui était, ça m'a permis au bout de quelques. Donc l'objectif aujourd'hui de ma présence, c'est de vous expliquer que si je m'en suis sortie jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce aux aides des gens. Et il faut se faire entourer, tout comme Camille a su le faire grâce à sa famille, ses amis. Moi, j'ai réussi également grâce à ma famille et mes amis, et surtout grâce à des aides à domicile que j'ai réussi à trouver par hasard, par une chaîne d'union de mes proches. Ça m'a permis quand même d'y arriver. Ces gens, même si je les paye, je sais qu'ils sont très patients, très bienveillants, et ils ne le font pas seulement pour l'argent. Donc mon objectif, c'est de souligner que les aides qui nous aident, les aidants qui nous aident, ont beaucoup d'amour et de patience à nous donner, et c'est ça qui a permis à Nadia, ma mère, de rester jusqu'à ce jour. Par ailleurs, dans ce livre, j'ai essayé de montrer le côté positif. Avant de l'écrire, j'écrivais des histoires qui m'arrivaient avec elle, parce que des fois elle est lucide, elle est drôle, ça lui arrive même aujourd'hui. Et du coup, donc, j'écrivais ces petites histoires. Et c'est quand je me suis décidée à partager pour donner un peu d'espoir aux aidants dans mon cas, que j'aurais pris les histoires que j'avais écrites avant. Par ailleurs, ce que je voulais aussi rappeler, c'est que dans ce cas de pathologie, il ne faut jamais contredire le patient. Il faut toujours aller dans son sens, même s'il vous dit que la pomme est bleue. Moi je lui dis, bah oui, elle est bleue, elle est magnifique en bleu, mais il y en a d'autres aussi, il y a des jaunes, enfin bref. Il faut toujours aller dans leur sens, ne pas leur rappeler leur maladie, parce qu'ils sont des fois conscients, même dans leur inconscience, ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui est perturbé.
et ça les frustre. Certains deviennent agressifs. Alors dans mon cas, on me dit « Ah, mais t'as de la chance, ta mère a toujours été gentille, et elle l'est encore. » Oui, mais elle a des agressivités également, mais c'est parce que nous, on est là, présents. Je suis aidée par 3 personnes, 24 heures sur 24, parce que la nuit, c'est moi qui me levais pendant des années, parce qu'elle déambulait la nuit. Toutes les 2 heures, elle se levait, donc je me levais avec elle. Comme je bossais, ça devenait impossible à gérer. Donc, bref, il faut, avec beaucoup d'amour et de patience, on essaye d'éviter l'agressivité et comme ça, ils se sentent soutenus et continuent à être, entre guillemets, gentils, quoi, pas agressifs. Je voulais également souligner que j'ai envoyé mon livre à la ministre de l'Handicap et du Travail en espérant que les aides dans les EHPAD, parce que mon but c'est pas de culpabiliser les gens qui ont besoin de mettre leurs proches dans un EHPAD, c'est que moi je pourrais y arriver demain. Jusqu'à aujourd'hui, là elle a 91 ans, j'y arrive. Mais demain, quand je dis demain, c'est demain, ça peut changer. Il suffit d'un truc où on ne peut plus gérer et là, il faut y aller, quoi. Et là, je mets également quelques recommandations parce que j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'EHPAD. J'ai eu l'occasion de mais de tomber sur un documentaire de Victor Castanet sur son livre Les Fossoyeurs qui nous raconte ce qui se passe dans les EHPAD. Et ça, c'était entre guillemets génial parce que ça a permis quand même au gouvernement de contrôler, même de fermer certains EHPAD et de mettre des restrictions aux autres pour améliorer la situation. Donc voilà, j'essaie de tout expliquer dans ce livre pour dire, avec beaucoup d'amour et de patience, on arrive quand même à maintenir la dignité de nos proches. Et c'était mon but, et voilà, et grâce à Christian qui a les mêmes objectifs et tous ici, je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. En introduction, je vous donne quelques chiffres statistiques qui montrent la sociodémographie des proches aidants. Je ne vous en donnerai pas beaucoup plus de chiffres, mais je vais quand même vous en donner un petit peu. D'après un sondage via Voice pour l'OCIRP, publié en octobre 2004, près de 6 DRH sur 10 et d'un manager sur 2, l'aidance reste un sujet tabou. Plus précisément, un autre sondage réalisé par ELAB pour l'UNEDIC, pour les 43% des salariés aidants qui en ont parlé au travail pour bénéficier d'aide ou d'aménagement horaire, 17% l'ont fait sans être écoutés du tout. Et les autres ont préféré ne pas en parler du tout non plus. Donc l'accès au DRH pour les aidants, pour les salariés aidants, c'est quand même encore aujourd'hui un gros problème. Alors de nombreux aidants ont renoncé à changer de métier, refusé une mobilité ou une formation, d'autres ont changé d'entreprise pour se rapprocher de la personne aidée ou pour obtenir un temps partiel refusé dans leur propre entreprise. Pire, nombreux d'autres salariés aidants craignent de perdre leur emploi s'ils en parlent. Pourtant, le nombre d'entreprises qui ont déjà conclu des accords avec les instances représentatives, les CE, les CSE, par exemple la Poste accompagne 5000 salariés aidants sur les 160 000 salariés de l'entreprise. La Banque Populaire accorde 5 jours de congés supplémentaires par an depuis 2019 et elle a également mis en place un fonds de solidarité. Chez Servier, il a été mis en place un télétravail spécial aidant en plus de la flexibilité des horaires. A priori, c'est plus difficile dans les TPE, PME et les ETI de négocier des accords d'entreprise. Alors, quels sont les droits actuels des aidants? Alors, vous trouverez l'ensemble des droits sur le site pourlespersonnesâgées.gouv.fr. Donc, je ne vais pas les détailler complètement. Je vais juste vous dire, par exemple, que les aidants peuvent bénéficier de l'AJPA, l'allocation journalière de proche aidant. Mais c'est 66 jours par proche aidé, pour un total de 264 jours au total, et c'est rémunéré 65,80 € par jour. Vous savez, l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale, mais c'est 65,80 € par jour, et c'est pour un enfant handicapé supérieur à 80%, et une durée maximum de 310 jours
en une ou plusieurs fois, dans une limite de 3 ans. Il y a la EEH, allocation d'éducation d'enfants handicapés, dont le montant peut être de 142,70 € par mois. Il y a l'AJAP, allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, pour une durée maximum de 21 jours. Et c'est rémunéré 64,41 € par jour. Il y a la rémunération pour l'aide apportée à son proche. C'est un salaire versé pour l'aide auprès de son proche âgé dans les actes essentiels de la vie courante. Vous pouvez devenir salarié de votre parent. Mais pour ça, il faut quitter votre travail. Il y a le don de jour entre collègues, c'est anonyme sans contrepartie et en accord avec l'entreprise, bien entendu. Il y a l'AVEA, l'assurance vieillesse des aidants, qui permet l'acquisition de trimestres de retraite de base sous condition pour ceux qui sont dans l'obligation de quitter temporairement leur emploi. Il y a l'aide au répit dans le cadre de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est un financement de solutions d'aide au répit permettant à l'aidant de se reposer. Il faut demander à son département, et donc tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines caisses de retraite de base ou complémentaires, certaines mutuelles peuvent proposer sous certaines conditions des aides ponctuelles ou pérennes. Il faut s'assurer que les aides demandées soient cumulables. Ça, c'est des fois vous touchez une aide, mais vous ne pouvez pas toucher l'autre, ou si vous touchez l'autre, on vous enlève la précédente, etc. C'est très compliqué. Le mieux dans les entreprises, quand il y en a, c'est de s'adresser également à son assistante sociale. Donc on pourrait croire que c'est beau, mais c'est loin d'être suffisant, car de nombreux aidants ne sollicitent pas ces aides par manque d'informations, par complexité des demandes, trop de conditions et de non-cumul entre toutes ces aides. D'autre part, les fonds alloués par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont insuffisants. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, seulement 16,6 millions d'euros ont été versés pour l'accompagnement des aidants en 2023. 16 millions. On est 11 millions d'aidants. Vous voyez combien ça fait. 13 millions ont été alloués pour créer plus de 500 solutions de répit. 13 millions. Je vais me permettre de vous faire part des revendications que nous avons. Reconnaissance du rôle des aidants en intégrant davantage leur situation dans les accords collectifs pour une meilleure prise en compte dans le droit du travail et les politiques sociales. Revalorisation des allocations pour qu'elles soient à la hauteur de la perte de revenus. Simplifier l'accès et augmenter les plafonds au nombre de jours. Concilier emploi aidant en généralisant les droits à l'aménagement du travail, à des congés spécifiques et à un télétravail adapté pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et rôle aidant. Développer des solutions de répit en poursuivant le développement des solutions de répit sur l'ensemble du territoire pour prévenir l'épuisement des aidants. Et je dirais que les grandes entreprises devraient également s'occuper du répit pour les salariés aidants, ou les salariés qu'ils ont identifiés comme étant des aidants. Nous demandons également un soutien aux jeunes aidants, mieux les repérer en lien avec les établissements scolaires et les services sociaux. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence avec les associations de parents d'élèves, car on estime aujourd'hui qu'il y a entre 700 000 et 1 million de jeunes aidants âgés de 16 à 25 ans. Donc, selon une étude Crédoc pour la Massif, cela a un impact fort sur la vie et la réussite scolaire. Quand à 16 ans, vous vous retrouvez aidant de vos parents, par exemple, c'est très très dur de pouvoir suivre également, d'avoir un parcours scolaire satisfaisant. Et enfin, une mobilisation forte des entreprises, des branches professionnelles et des employeurs publics pour favoriser des aménagements de postes, des horaires plus souples et du télétravail. Voilà, 45 ans dans les ressources humaines, ça laisse des traces, mais pas toujours les meilleures. Ça laisse aussi un peu de burn-out, il ne faut pas croire. Donc, le constat, à 45 ans dans les ressources humaines, dans des groupes industriels, dans des groupes d'assurance, dans des groupes de distribution, des choses qui étaient assez fortes. Et en fait, le constat, c'est que j'étais DRH aussi. J'ose pas toujours le dire, mais voilà. Et l'idée, c'est que donc je vais avoir 70 ans, donc j'ai commencé à travailler en 77. Donc il y a quand même une évolution un petit peu législative entre-temps. N'empêche qu'au niveau du management, ça ne change pas. Au niveau des directions, ça change très difficilement. C'est-à-dire que moi, je me pose toujours la question, quand encore aujourd'hui on me dit de faire des formations en management, en communication, je dis ok, mais la direction, qu'est-ce que vous avez compris sur les problèmes de santé, sur les problèmes de handicap? Déjà. Et ensuite, de parler des aidants, c'est même pas encore vraiment dans l'air du temps, dans l'entreprise, j'entends dans l'entreprise.
Donc souvent, je me dis aussi que les managers, les équipes se disent, je regarde mon papier parce que j'ai des trous dans la tête, la vie personnelle, en fait, on ne peut pas s'occuper de la vie personnelle des gens, ce serait une intrusion, oh là là, ça ne le fait pas. Non, mais c'est aussi une façon de ne pas regarder l'autre. C'est aussi généralement les problèmes de santé, de handicap. Alors moi c'est un peu facile, hein. Comme on me dit souvent, oh mais Patricia, toi t'as eu la polio à 1 an, le handicap, trop facile pour toi. Trop facile. Ouais, c'est trop facile. Ce qui fait que même aujourd'hui on me dit, tu sais comment on parle à quelqu'un qui est handicapé? Ouais, parce qu'avant d'être handicapé c'est une personne. Ah oui. Donc les aidants c'est un peu le même invisibilité. Donc dans l'entreprise, en tant que RH, en tant que chef d'équipe, en tant que manager, on se dit à un moment donné, c'est quoi ce collaborateur? Mais il est toujours en retard. Puis t'as vu l'absentéisme qui se paye? Non mais c'est pas croyable, on n'écoute pas. On regarde le côté chiffres, performance, etc. Donc aujourd'hui aussi les entretiens, la peur des entretiens individuels, le regard, après le regard c'est aussi l'écoute de l'autre, c'est plus compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais, moi je dis qu'il y a toujours, quand on veut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Je veux parler des aidants aussi parce que aujourd'hui, moi j'ai créé le cercle des référents handicap, du fait de ma formation RH. C'est vrai que tout au long de ma vie, moi j'ai fait par exemple à l'époque, hein, quand on faisait des réponses aux personnes qui posaient candidature dans les entreprises, on faisait des réponses à une époque. On leur disait que c'était non. Mais en fait, je travaillais avec des ESAT, je travaillais avec des entreprises adaptées, avec même des jeunes des IME. Voilà, j'introduisais dans l'entreprise des gens qui avaient un handicap. On m'a regardé plusieurs fois un peu bizarrement. Mais on me disait, oui, mais c'est pas grave, toi t'es handicapé. C'est cool. C'est cool. Voilà. Donc, moi, j'avais commencé à parler vers la fin de ma carrière, il y a 4 ans. Je me dis, bon, et qu'est-ce qu'on fait pour les aidants? Eh bien, c'était un grand silence. Ben, les aidants, ils sont chez eux. Ben non, ils ne sont pas toujours chez eux. Voilà. Donc, parler petit à petit de ça, c'était un chemin qui n'est pas ouvert. Hein. Au niveau des entreprises, on ne peut pas dire que ça soit ouvert. Donc, j'en reviens pour ne pas prendre beaucoup trop de temps pour laisser la parole aussi à Christian. En fait, j'ai créé, alors l'association s'appelle Cadet en Partage. Elle est aussi, sa vocation, c'est au départ de réunir des praticiens du mieux-être. Parce que ce que j'ai essayé aussi d'introduire dans la vie professionnelle, c'est des temps institués. J'ai institué dans mon temps d'équipe, avec mes équipes, des vrais temps de qu'est-ce qu'on fait pour se sentir bien. Maintenant, on parle de la santé mentale, des premiers secours en santé mentale. Ben, nous, moi j'ai commencé avant. Parce que ça me semblait juste d'avoir la parole, de la libérer et de se dire comment je vais, comment tu vas, comment tu te sens, au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps, comment ça se passe. Donc cette chose-là, c'est petit à petit. Ça a fait un peu de tâche, hein, ça poursuit un petit peu les équipes, mais c'est pas évident. Donc j'ai créé cette association et je mettais à disposition avec mes équipes, on travaillait beaucoup sur des activités comme le branching, ce qui fait des choses qui sont très kinésiologiques. On travaillait aussi beaucoup avec tout ce qui était méditation. On m'a pris un peu pour une folle, hein. Souvent les bouts de la direction, celle-là, c'est l'électron libre, c'est pas grave. Mais ça marche. Et maintenant que je suis depuis 4 ans complètement libre de faire ce que je veux avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Donc j'ai créé le cercle des référents handicap parce que la loi exige depuis, dans la fonction publique, toute fonction publique, hein, territoriale, hospitalière, fonction d'État, depuis 2000, le référent handicap, c'est obligatoire. Quand je questionne des communautés, je peux rencontrer votre référent handicap? Référent handicap? Mais c'est quoi? Bon, ça existe parfois, il y a un élu, alors ça c'est pire que tout ça, un élu qui est référent handicap, mais c'est pas du tout qu'il était référent handicap, il a été nommé comme ça par hasard, hein, ça faisait une case qui était remplie, point barre. Ce qui fait que, franchement, quand j'ai créé le cercle des référents handicap, c'était déjà pour réunir des gens qui se sentaient vraiment concernés. Ça marche bien avec les organismes de formation, parce que les organismes de formation sont obligés aussi d'avoir un référent handicap, et sont beaucoup plus, ils ont quand même un audit qui s'appelle Calliope tous les 4 ans. S'ils n'ont pas des preuves, des tracés, très tracés, l'audit, les certifications, ça peut couler. Donc le handicap, eux, ils connaissent à peu près, ça va. Mais il faut les outiller de différents moyens.
Donc en fait, ensemble, on se réunit tous les trimestres, on essaye d'étudier, on s'outille. On a travaillé, on travaillera, je pense, encore longtemps sur le point de l'accessibilité des locaux, et pas que des locaux. Je passe. Mais aujourd'hui, mon challenge, moi, c'est à la fin, là, au mois de novembre, je fais un salon à HR, c'est loin de chez vous. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de cette journée très spéciale, soulagement de la douleur, j'ai à cœur de lancer le réseau yvelinois, excusez-moi, je suis dans le 95, le réseau des travailleurs indépendants handicapés et des aidants. Parce que je veux une vraie reconnaissance. Et des aidants, c'est même pas moi qui ai pensé, c'est France Travail qui m'a dit, Patricia, TIH c'est bien, mais ajoute les aidants. Je dis, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Donc aujourd'hui, là, aujourd'hui c'est demain, c'est 2026, c'est vraiment trouver. Parce que je rencontre des gens, je fais des permanences pour des personnes en situation de handicap depuis 6 ans. Je rencontre des situations qui à la fois, effectivement, les gens ont des problèmes de santé, des gens ont des problèmes de handicap, mais au-delà de ça, ils sont souvent dans la précarité. Comme vient de le dire Christian, on avait une indemnité, puis là, on l'a plus. Dans les Yvelines, je ne parle que des Yvelines, je ne vais pas dire quoi que ce soit dans le 95. Mais dans les Yvelines, il y a 6 mois, quand la CAF vous avait versé une allocation, si entre-temps vous avez fait un petit travail, ah non, mais alors vous allez travailler proratiser. Et puis ensuite, non, mais il y a 6 mois de retard, donc là, maintenant vous attendrez encore 6 mois qu'on puisse vous payer votre allocation. Dingue. Donc le réseau TIH aidant, c'est pour moi des gens avec un appui juridique, voilà, on va poser les choses, et aussi un vrai travail de soutien, d'accompagnement TIH et aidant. Parce que les aidants, ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Parce que nous, on ne comprend pas toujours la compensation, on ne comprend pas toujours les problèmes. Et puis les personnes qui sont en situation de mauvaise santé ou de handicap, parfois ils n'osent pas dire des choses. Et puis c'est avec les aidants qu'on peut trouver des solutions. Donc voilà. Le répit. Que l'on soit un aidant d'activité ou non, ou en retraite, le répit, quelle que soit la forme de ce répit, est absolument et impérativement nécessaire pour permettre aux aidants d'approche en perte d'autonomie de ne pas sombrer dans un stress permanent. Le stress devient le compagnon quotidien. En effet, il faut être partout à la fois, s'occuper du parent âgé, du malade, mais également du reste de la famille, tout en allant au travail pour certains. Aider au quotidien implique une multiplicité des tâches, et cela mobilise beaucoup d'énergie, physique, mentale, émotionnelle. Au fil du temps, des signes de stress et d'épuisement peuvent se faire sentir. Cet état d'épuisement et de tension comporte des risques pour l'aidant. Une santé qui se dégrade, mais aussi pour la relation avec le proche aidé. Il est donc un impératif de trouver un peu d'apaisement, ce que nous appellerons le répit. Pour permettre de relâcher la pression, voici quelques conseils. En apprendre plus sur la maladie de son parent, enfant, épouse, conjoint, conjointe, nous permet de savoir à quoi s'attendre et ainsi de mieux appréhender les événements les uns après les autres. Être attentif aux signes liés au stress et avoir un avis médical. Troubles du sommeil, de l'alimentation, maux de tête fréquents, difficultés de concentration, sensation d'être à fleur de peau, sentiment d'incapacité, d'inefficacité, mise en retrait de votre vie sociale et de vos loisirs. Voilà des signes qui ne trompent pas. Si ces symptômes persistent, il faut consulter un médecin. Celui-ci saura vous conseiller pour aller mieux. En parler et exprimer vos émotions ressenties. Parler est important pour exprimer ce que vous ressentez.
Videz votre sac. Bénéficiez des recommandations d'autres personnes. Ne restez pas isolés. En plus de l'entourage, il existe plusieurs lignes d'écoute ou de groupes de parole pour épauler les aidants. Exemple, le groupe Facebook Bonjour Fred, avec nos proches, au bout du fil, Ciptel, etc., etc. Il y a de très nombreux groupes. Trouver du soutien et déléguer. Le principe consiste à discerner ce que l'on veut déléguer, soit à des aides professionnelles, soit à d'autres proches, parents, amis, voisins, etc., pour trouver un meilleur équilibre. Les solutions sont nombreuses pour être allégées de manière permanente ou temporaire. Par exemple, aide à domicile, les séjours de répit, l'accueil de jour et de nuit, l'accueil familial. Vous pouvez contacter le CLIC, Centre local d'information et de coordination, la mairie, la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, ou encore le CCAS, le Centre d'action sociale, l'association de l'air. Il y a de très nombreux organismes. Pratiquez des activités qui font du bien et qui permettent de vous vider la tête. La gymnastique douce, l'application des chatons, la méditation, etc. Essayez de se faire plaisir une fois par jour. Écoutez sa musique préférée. Lire, cuisiner un bon repas, arroser ses plantes, regarder une série télévisée. Nous savons pourquoi les aidants ont besoin de répit. Maintenant, voyons ce que sont les plateformes de répit. Qu'est-ce qu'une plateforme de répit? PFR, PARA. PFR, PARA. Les plateformes de répit PFR, également désignées sous l'appellation PARA, sont des dispositifs dédiés spécifiquement au soutien des aidants familiaux. Non pas les professionnels, les familiaux. Elles s'adressent principalement aux aidants des personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques. Ces plateformes proposent un ensemble de services gratuits ou à coût réduit. Entretien individuel, soutien psychologique, information sur les droits et les aides, orientation vers les dispositifs existants, ateliers collectifs ou encore une mise en place de solutions de répit, accueil temporaire, hébergement, aide à domicile. Les services proposés par les PFR. Information et orientation et formation. Les PFR peuvent vous fournir de l'information sur la perte d'autonomie, le handicap ou la maladie qui touche votre proche et vous orientent vers les associations et professionnels qui pourront vous soutenir et vous aider à mieux prendre soin de votre proche. Elle propose également des ateliers de formation et rencontres avec des professionnels sur place ou dans d'autres locaux. Soutien psychologique. Des rencontres avec les professionnels et des groupes de parole d'aidants peuvent être organisés sur place pour vous écouter, vous soutenir, l'accompagnement, la maladie. Des activités de loisirs et sociales. Les plateformes de répit peuvent vous aider à trouver des activités de loisirs et adaptées aux besoins de votre parent âgé, proche, malade ou votre enfant handicapé. Elles peuvent aussi vous informer sur les aides financières qui y sont liées. Certaines PFR organisent des activités partagées entre vous et l'approche que vous soutenez afin de vous aider à renouer ce qui vous unit, parfois ébranlé par la maladie. Les solutions de répit sont des services créés pour soulager temporairement l'aidant
en lui assurant la sécurité et le bien-être de son proche. Les PFR peuvent également vous accompagner pour les démarches permettant d'y accéder et aussi pour les aides financières qui s'y rapportent. Je ne vais pas citer la longue liste des organismes publics associatifs, mais je préfère vous inviter à découvrir sur Google le guide Autonomie de Malakoff Magnifique. Ce guide est gratuit et très complet. Il y a toutes les informations, toutes les adresses, tout ce qu'il faut savoir pour aider l'aidant. Merci. Au terme de cette conférence débat consacrée aux salariés aidants. Cet après-midi, nous avons entendu des témoignages bouleversants et éclairants qui nous rappellent que derrière chaque chiffre, chaque droit, chaque dispositif, il y a une vie, une histoire et un visage. Nous avons aussi bénéficié des analyses et des éclairages de nos intervenants, Patricia et Christian, qui ont mis en évidence à la fois les besoins spécifiques et les droits existants pour les salariés aidants et les enjeux pour les employeurs et les travailleurs indépendants. Et enfin, l'importance cruciale du répit sans lequel l'aidant s'épuise et risque de ne plus pouvoir aider. Ces échanges nous ont montré une chose, nous avons encore du chemin à parcourir pour que les salariés aidants soient pleinement reconnus, soutenus et accompagnés, mais les solutions existent et elles doivent être développées, partagées et rendues accessibles à tous. En reconnaissant pleinement les aidants et en leur donnant les moyens de poursuivre leur engagement sans sacrifier leur santé, leur vie professionnelle ou leur avenir tout simplement, nous avons affirmé un choix de solidarité, de dignité et de justice sociale. Toutefois, les aidants ne doivent pas devenir les supplétifs d'un système défaillant. Aussi sérieux soit-il, leur rôle ne saurait se substituer à celui des professionnels du soin et de l'accompagnement. C'est l'ensemble de notre modèle social qu'il faut adapter et renforcer pour que les aidants viennent en appui et non en remplacement du service public à la hauteur des enjeux démographiques et humains. Je veux remercier chaleureusement nos témoins, Camille et Chanaz, qui ont eu le courage de partager leur vécu. Nos intervenants, Patricia et Christian, pour leur expertise et leurs propositions, et vous, le public, pour votre écoute attentive et vos questions. Le 6 octobre est aussi la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Et cette année, nous célébrons les 20 ans de la Fondation de paralysie cérébrale. 20 ans d'engagement, de recherche, d'innovation et de soutien aux familles concernées. C'est une étape importante qui nous rappelle que collectivement, nous sommes capables de faire bouger les lignes, que ce soit dans le champ de la recherche médicale ou dans la reconnaissance des aidants. Les progrès ne viennent jamais seuls. Ils sont le fruit de la mobilisation, du travail en commun et de la solidarité. C'est ce même esprit qui nous anime aujourd'hui, faire entendre la voix de toutes les personnes concernées par la perte d'autonomie, construire des réponses concrètes et humaines et surtout rappeler que personne ne doit rester seul dans son parcours d'aidant ou d'aidé. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous invite à poursuivre ces échanges de manière conviviale autour du cocktail qu'on a préparé. Là. Vous pourrez en profiter pour approcher nos partenaires présents, acheter et faire dédicacer le livre de Chanaz, tout en appréciant la belle voix et les mélodies de notre ami, auteur, compositeur, interprète Dan Lumière, et en même temps de voir tous les outils mis à la disposition de Kin Alexa, présente ici pour nous présenter toutes les solutions d'aide aux aidants. Et merci Christian d'avoir eu la force, l'énergie et de nous avoir invités à cette réunion. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Quand la nuit, par maman me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tente d'aimer dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour
petite fleur.